Alors, je suis en compagnie d'Émilie Waite, présidente de l'association Fragile X France. Bonjour Émilie, et merci d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour Nicolas. Alors, avant de parler de l'association, tu es maman d'un jeune adulte atteint du trouble de l'X fragile, qui affecte entre autres le développement intellectuel. Comment avez-vous accueilli la nouvelle et quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de ce syndrome ? Alors, je ne vais pas mentir, au départ, un jeune couple, premier enfant, quand on nous a annoncé qu'on avait un enfant en situation de handicap, on a cru qu'on avait tiré le mistigris. Et puis en fait, en vivant avec lui au quotidien, on se rend compte qu'on vit avec le roi de cœur. Et du coup, la façon dont on vit ce défi au quotidien a complètement changé. Alors au début, à l'annonce du diagnostic, c'est un peu le tsunami. Parce qu'on se rend compte, en dehors du choc que peut représenter le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, qu'il y a énormément de choses à faire. Le sentier n'est pas tracé, donc on sort des sentiers battus et il faut créer sa propre route. Il faut mettre en place des stimulations, l'orthophonie, la psychomote, l'ergothérapie, la psy, le suivi neurologique, parce que Michael est aussi épileptique. Et puis en parallèle de ça, il faut veiller, donc ça c'est le médical, mais il faut veiller aussi à son inclusion sociale par l'école. Alors au début on rentre dans le circuit classique, puis très vite on doit décrocher, parce qu'avec la déficience intellectuelle, Mike a redoublé son premier CP. Donc il a fait un deuxième CP, ensuite il a été orienté en Ulysse École. Il a passé 4 ans et demi en Ulysse École, et puis après l'IME. Donc l'IME, c'est Institut médico-éducatif, on sort carrément du circuit scolaire. Et là, on vit pleinement, j'allais dire, la dimension de la vie avec un enfant en situation de handicap. Mais en parallèle de ça, là, je te parle plutôt des contraintes, des difficultés, on va dire. En parallèle de ça, on vit avec un jeune homme qui ne connaît pas la méchanceté. Il est incapable d'être méchant. Il est en pleine conscience en permanence. 10 fois par jour, il te dit « Oh, regarde maman, ce rayon de soleil, tu sens cette odeur, comme ça sent bon ?» Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on oublie de faire nous-mêmes. C'est quelqu'un aussi qui a un humour phénoménal et une mémoire d'éléphant. Donc ça donne des situations assez drôles. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on vit avec le roi de cœur. Et au final, la catastrophe annoncée de « Monsieur, madame, vous avez un enfant en situation de handicap » s'avère être une chance énorme. Et j'ai coutume de dire que Michael m'a rendu la vie, ma vie. Eh bien justement, Émilie, tu as sorti dernièrement une BD intitulée « Pourquoi tu te moques ?» Voilà, on l'a ici, aux éditions Le Duc Graphique, illustrée par Korrigan, où l'on retrouve ton fils Mike, son parcours de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Quel message as-tu souhaité faire passer dans cette bande dessinée ? C'est exactement ce que je te disais. En fait, quand j'ai réalisé que je vivais avec le roi de cœur et que ce n'était pas un mistigris, je me suis dit « Mais c'est horrible, c'est tellement injuste !» C'est injuste pour l'enfant en situation de handicap parce que c'est le voir que par rapport à ses faiblesses et pas pour toutes ses forces. C'est injuste par rapport aux parents à qui on annonce et aux familles à qui on annonce un enfant que la société considère dévalorise en fait. Dit voilà, vous avez quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose en fait. C'est globalement ce qu'on entend quand on nous dit vous avez un enfant en situation de handicap. Et puis c'est injuste pour la société parce que si on ne va pas vers eux, si on ne considère pas leur richesse, on se prive de quelque chose de phénoménal. Donc je me suis dit, puisque je vis cette réalité, puisque je vis une autre réalité de ce que la société projette sur un enfant en situation de handicap, il faut que je le dise. Parce que si les personnes qui vivent une autre réalité du handicap ne le disent pas, le regard de la société ne va jamais évoluer. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire au début. J'ai écrit plusieurs livres, j'écris une chronique tous les mardis pour montrer cette autre réalité de la vie avec cette différence. De ces chroniques tous les mardis, j'ai fait des livres. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Mais tes livres, c'est bien sympa, mais tout le monde ne lit pas des livres. Tu devrais faire une BD. » Ça parle vachement plus. Et en fait, elle avait trop raison, puisque j'ai dû trouver une illustratrice, Korrigan, dont le dessin sert merveilleusement le propos de la BD, parce que je suis nulle en dessin. Donc, il était hors de question que ça soit moi qui dessine. Ça aurait plutôt desservi le propos que le servir. Et puis, on a eu la chance d'être édité par les éditions Le Duc, qui nous ont suivis dans le projet. Et ils ont bien fait, puisque la BD est sortie en août 2023. Il y a déjà plus de 3000 BD qui ont été vendus sur le territoire. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'avec l'association Fragile X France, dont je suis présidente, on se sert de cet outil
comme un moyen de sensibilisation sur le territoire. Donc on en a envoyé plus de 200 aux politiques, aux institutionnels, pour frapper à leurs portes et leur dire voilà, Skelix fragile, ça existe, on voudrait vous en parler, parce que c'est une maladie rare qui est peu connue encore, donc on a besoin de faire de l'awareness sur cette maladie. Et puis, on s'en sert sur tout le territoire avec les membres du conseil d'administration de Fragilix France, 10 personnes à peu près, plus les délégués régionaux, une vingtaine de personnes, qui nous permettent de couvrir tout le territoire. Ils se sont saisis de cet outil et ils vont dans les écoles, les librairies, les centres de formation pour ouvrir un dialogue et parler de la richesse de cette différence. Alors Mike est un grand passionné en plus de rugby et un fervent supporter et bien du col. Il a notamment été présent ce dimanche au tournoi Saint-Patrick 5, donc c'est organisé par la section de rugby à 5 du col, auquel il a même donné le coup d'envoi. Alors, il a grandi, bercé par le rugby avec son papa, joueur et entraîneur emblématique. C'est formidable de voir comment l'amour pour un sport peut être transmise comme ça en famille. Alors, quel impact le rugby a-t-il eu sur Mike, et tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel? Alors, effectivement, Michael a reçu le rugby de son papa. Il a été baigné dans le rugby depuis sa plus tendre enfance. Il a d'ailleurs voulu jouer très tôt. Alors au tout début, il a eu une petite histoire qui s'est mal terminée, puisqu'il était dans un club de rugby et sa différence faisait que c'était un peu compliqué. Donc il a eu une première expérience de rugby assez difficile. Il a dû arrêter. Et puis après, il a passé 2 ans et demi à nous dire quand est-ce que je reprends le rugby. Et on a eu la chance inouïe de tomber sur le col. Alors à l'époque, ça s'appelait Lyon-Rugy. Le président, Denis, qui est un homme extraordinaire et qui nous a dit pourquoi ne pas prendre Mike ? Bien sûr que Mike a sa place avec nous. Et il a pu comme ça jouer avec le col pendant 7 ans. Donc c'est les 7 plus belles années de sa vie, je pense. Il y allait, il marchait comme un cow-boy. Dès qu'on lui mettait son maillot de rugby, son short, ses chaussettes et ses crampons, il marchait comme Aldo Machon ou un cow-boy. Pour lui, c'était la fête. C'est les seuls moments où il a dit j'ai des amis, parce qu'il se sentait pris dans une communauté. Alors les premiers essais qu'il a marqués, c'était à contre-courant, c'était contre son camp, parce que c'était le seul endroit où c'était dégagé, donc il courait derrière. Oui, il allait aplatir là où il n'y avait pas d'adversaire. Oui. Mais après, il a fait énormément de progrès grâce à des coachs fabuleux et des jeunes aussi fabuleux qui ont su l'encadrer, l'accepter. Et ça a été pour lui cette année magnifique. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pu faire ça grâce aux dérogations, puisqu'il n'était pas capable, du fait de son handicap, de jouer avec des jeunes de son âge. Donc il était sous-classé grâce aux dérogations de la Fédération française de rugby. Mais ce privilège s'arrête à 18 ans. À partir de 18 ans, on ne peut plus avoir de dérogation. Donc il a dû arrêter parce que c'était trop dangereux pour les jeunes qui étaient plus jeunes que lui. Et il n'a malheureusement pas la pugnacité, la force de jouer avec des jeunes de son âge, voire avec des adultes, des seniors. Donc là, il est sans rugby. Alors, il a eu la chance de rencontrer, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on sort des sentiers battus, l'avantage, c'est qu'on rencontre d'autres personnes qui sont sorties des sentiers battus. Et sur ces chemins de traverse, il y a de très, très belles rencontres. Et après Denis et Céline, une autre belle rencontre, ça a été la rencontre de Dave. Dave, c'est un Anglais qui habite au Tonkin. Et en fait, le Tonkin, c'est un quartier de Lyon où il y avait un grand parc au pied d'immeubles qui était un peu squatté par des dealers. Et les citoyens de ce quartier, les habitants, ont décidé de se réapproprier le parc. Et pour se réapproprier le parc, ils ont créé des clubs de sport et des activités à faire dans le parc toute la journée et le week-end pour recoloniser le parc. Et dans ces activités, il y a les Tonkin Tigers. C'est un club de touch rugby qui a été mis en place par Dave et qui permet à des jeunes de jouer le mardi soir et le samedi au rugby. Et ils ont pris Michael. Alors Michael a fait 3 ans avec eux. Ça a été génial parce que c'était pour lui la possibilité de rejouer au rugby.
Alors il appelle ça le faux rugby parce qu'il n'y a pas de plaquage. Oui, c'est adapté en effet. Voilà. Et il a dû arrêter à nouveau parce qu'il veut reprendre le vrai rugby. Mais là, depuis quelques mois, il est de plus en plus en contact avec le col. Et qui joue ou qui ne joue pas au rugby au col, le simple fait, comme hier, d'avoir été une demi-journée au contact du col, à regarder des matchs, à être sur la touche, à commenter, pour lui, c'est déjà phénoménal. Et futur commentateur Oui. Du col, co-commentateur, ça, voilà, c'est le jackpot avec nos équipes pris. du Radio Col, exactement. Donc il sera présent sur certains matchs, certains événements pour commenter avec nous et bien les rencontres. Il a hâte. Voilà, on va travailler tout ça ensemble. Ça va être en tout cas une belle aventure commune. Alors c'est magnifique justement de voir les nombreux bienfaits que le rugby a apporté à Mike lors de son discours justement d'après tournoi hier. Il a chaleureusement remercié aussi ses encadrants qui ont été bienveillants tout au long de son parcours sur les terrains de rugby. On peut citer Nicolas Dombe, Louis, Anne-Laure ou encore Fred, avec la petite anecdote justement sur Fred et le fait qu'il râlait quand même beaucoup sur les terrains. Voilà Fred, si tu nous écoutes, petit clin d'œil. Petit clin d'œil, mais on t'embrasse. En tout cas, voilà, Fred est aussi une très belle personne. Donc, preuve que le col est une belle famille, un lieu d'accueil du rugby inclusif. Alors, en tant que maman, quels conseils donnerais-tu à d'autres parents dont les enfants pourraient justement être intéressés par le rugby adapté, par exemple? Alors, moi, je suis vraiment en faveur de permettre les rêves des jeunes, quelles que soient leurs difficultés. Le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut croire en eux. Souvent, les jeunes qui ont des difficultés, ils sont hypersensibles. Et si nous, parents, on n'a pas l'impression qu'ils vont y arriver, ils le sentiront et ils n'iront pas chercher. Donc, si un enfant exprime la volonté de faire du sport adapté, du rugby adapté, il faut l'en croire capable et il faut l'encourager, il faut lui donner les moyens de le faire. Ensuite, ce que je pense qui est très important, c'est de rencontrer les jeunes et l'encadrement de l'équipe adaptée pour expliquer les particularités de cette différence, expliquer les difficultés, aussi expliquer les forces et accompagner. Parce que on ne peut pas réussir si on le fait seul. Il faut le faire ensemble. Et quand on est face au col et qu'on voit le nid de bienveillance qu'est cette communauté, on ne peut que être porté et incité à communiquer, échanger. Et voilà, donc c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, je pense, c'est qu'il faut les lâcher. C'est-à-dire, une fois qu'on a établi ce contact et une fois qu'on a expliqué, il faut se retirer. Parce que ce dont ils ont besoin aussi, c'est de se rendre compte qu'ils y arrivent et qu'ils font partie de cette autre communauté qui n'est pas les parents. En tant que parents d'enfants handicapés, on a tendance à beaucoup accompagner. Et le sport, c'est un domaine où on peut se retirer et faire confiance. Oui, voilà. C'est vrai que dans son activité, c'est important justement qu'il soit tout seul, voilà, avec son activité, il est ses objectifs aussi sportifs, culturels, peu importe. Il peut aussi faire une discipline culturelle, artistique. Voilà, il faut qu'il soit lui-même dans ses temps d'activité et c'est important pour l'émancipation. Et c'est pour ça que mon mari, Brennan, qui est aujourd'hui très présent auprès du col, a souhaité attendre que Michael soit sorti du col pour s'impliquer parce que c'était le domaine de Michael. Bien sûr. Et il ne fallait pas tout mélanger. Eh bien très bien, donc il commentera, je pense, un futur match de la mauvaise pente d'ailleurs, voilà, où Brendan sera en tant que coach et Mike sera le commentateur du match. Il sera ravi, il va falloir, je pense qu'il va y avoir des petits commentaires acerbes contre son papa. Mais ça va être en tout cas sympathique, on a hâte. Alors, tu écris, donc tu l'as mentionné donc, par ailleurs régulièrement, ses exploits. Voilà, ces questionnements ou encore ces doutes. Alors c'est pour toi un moyen de démontrer le quotidien justement de ces personnes atteintes de troubles du développement intellectuel et ainsi faire évoluer les regards des autres? C'est ça, exactement. Et puis c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi parce que je pense que la société n'est pas encore prête à accueillir leurs richesses et notamment dans notre gestion du temps. On ne laisse pas le temps de l'expression et c'est pour ça qu'on passe à côté de très belles choses. Et moi, comme je vis à son côté et que je le connais, j'arrive à interpréter certaines de ses pensées, certains de ses messages et je me fais forte de les transcrire et de les dire parce que y a des pépites
Et si je ne les traduisais pas, si je ne les transcrivais pas, on passerait complètement à côté. J'ai une image très forte, j'ai l'impression parfois que Michael est pris dans des murs de verre qui nous hurlent des choses, donc moi je peux le voir, mais ça ne passe pas les murs de verre. Et cet emprisonnement et cette perte de ces messages, ça m'est insupportable. Et c'est pour ça que les mardis, je me fais fort de raconter ces histoires-là. Et ça parle de Michael, mais ça parle de chacun d'entre nous. J'ai énormément de retours de beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, qui ne sont pas eux-mêmes handicapés, mais qui vivent ces frustrations dans la vie, parfois de ne pas se laisser porter par leur sensibilité, de refouler des émotions, de ne pas vivre en pleine conscience. Et donc ces messages et cette histoire, cette vision, cette perception que livre Michael, je pense qu'elle nous fait du bien à tous aussi. Parce que on n'a pas la chance d'avoir le diagnostic d'être différent, mais on est tous différents. Et en fait, on passe toute notre énergie à se conformer au moule et on en perd notre sincérité, notre transparence. Et ces messages que je fais passer, c'est l'histoire de Michael, mais ça nous touche tous par rapport à ce qu'on aimerait vivre et ce qu'on vit dans le fond, mais qu'on se cache. Exactement, et des fois dans une société qui est parfois trop cloisonnée, justement, et on pourrait justement davantage s'exprimer. Je suis bien d'accord là-dessus, Émilie. Alors justement, tu as mentionné en début d'interview, donc tu es présidente de Fragile X France. Peux-tu nous parler de l'association et de son histoire ? Oui. Alors, Fragile X France, c'est une association qui existe depuis 35 ans. Au départ, quand elle a été créée, elle s'appelait le Goéland. Elle a été créée par un couple, Viviane et Xavier Violet. Et quand elle a été créée, il y a 35 ans, en fait, l'X fragile était encore moins connu, parce qu'il faut savoir que c'est une maladie qui a été découverte dans les années 1940, pour laquelle il y a un diagnostic fiable que depuis les années 90. Et donc, pendant très longtemps... 50 ans plus tard, quoi. Ouais. D'accord. Pendant très longtemps, ça a été diagnostiqué comme de l'autisme. Et puis, une maladie qui a été découverte que dans les années 90 avec un diagnostic fiable et qui est une maladie rare. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas une maladie dont on parle beaucoup. Et donc, Viviane et Xavier, ils avaient 2 enfants X fragiles et ils avaient eu énormément de mal à les faire diagnostiquer. Donc, quand ils ont créé l'association, c'était pour favoriser un diagnostic précoce. À l'époque, l'âge moyen du diagnostic, c'était 16 ans. Et aujourd'hui, c'est 2 ans et demi. Donc, on peut dire que 35 ans plus tard, l'association a bien joué son rôle. Alors, depuis, on a 2 autres objectifs, puisque maintenant, le diagnostic est plus précoce. Il arrive qu'il y ait des enfants qui soient diagnostiqués encore à 10 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a fini, il faut continuer. Mais on s'est quand même doté de 2 nouveaux objectifs. Il y a 10 ans, on a, grâce à Renaud Rocher, qui est un metteur en scène qui dirige la compagnie Essentiel Éphémère avec le Théâtre du Fou en bas des pentes de la Croix-Rousse, superbe endroit. Avec Renaud Rocher, on a créé une pièce de théâtre qui s'appelle Instant X Fragile. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite grâce à 1 an et demi de témoignages de parents d'enfants atteints du syndrome de l'X fragile. Et cette pièce, en fait, on la joue auprès de professionnels de santé et du médico-social pour leur permettre de se mettre dans les chaussures des parents, de passer de l'autre côté. Quand ils posent un diagnostic, quand ils accompagnent les psys, on le joue aussi auprès de personnes de la MDPH pour que quand ils remplissent les dossiers, ils comprennent les réalités humaines qu'il y a derrière. Depuis 8 ans, donc on l'a écrit il y a 10 ans, mais elle est jouée depuis 8 ans. Elle a touché plus de 5000 personnes, dont plus de 3000 professionnels de santé. Et c'est un véritable outil pour changer la prise en charge, améliorer la prise en charge. Donc ça, c'est notre 2e objectif, améliorer la prise en charge. Et le 3e objectif, qui est plus récent et dont on se sert de la BD pour essayer de l'atteindre, c'est de faire connaître l'X fragile. Que l'X fragile deviennent aussi connus que l'autisme, la trisomie 21, parce que c'est encore une maladie qui est très très peu connue, qui est assez complexe en fait, puisqu'il s'agit d'un trouble de la gestion émotionnelle avec une déficience intellectuelle.
Donc c'est assez instable, c'est un peu de la nitroglycérine. Et quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, comme il n'y a pas de stigmate physique en plus, on peut très bien prendre ça pour de la mauvaise volonté ou un manque d'éducation du jeune, alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc il est très important qu'on fasse connaître auprès du grand public cette maladie pour essayer de faire bouger les murs et de leur faire une place dans notre société. Et c'est ce que nous essayons de faire, entre autres avec la BD, mais aussi grâce à toutes les personnes, toutes les organisations qui nous donnent la chance, comme le COL, de faire parler de l'X fragile et de toucher des gens avec l'X fragile. La BD, des institutions culturelles, tu l'as mentionné, ouais. Comme le théâtre du ouais. Fou, sur les pentes que je connais bien d'ailleurs aussi, et bien sûr les clubs sportifs comme notamment le COL ou les Tigers du Tonkin. Oui. En quoi consiste bien le soutien que Fragile X France offre à ses membres et à leurs familles ? Oui, alors, plusieurs choses. Déjà, Fragile X France, c'est une trentaine de bénévoles qui sont tous des familles et c'est une collaboratrice qu'on emploie depuis 7 ans au 4-5e. Alors, cette collaboratrice, elle fait beaucoup d'écoute. On écoute les familles pour tout simplement qu'ils se sentent compris. Pour également les aider dans leur démarche administrative et les mettre en relation avec d'autres familles sur le territoire pour qu'elles s'aident entre pairs. Donc ça, c'est la première mission de l'association et c'est celle qui est essentielle. Écouter, soutenir, accompagner les familles. Mais on a 5 commissions qui agissent. Donc on a une commission événementielle qui nous permet de rassembler les familles pour des événements. On a 6 événements phares, dont la course des héros en mai tous les ans qui nous permet de rapporter de l'argent. C'est plus de 80% du financement de l'association. On a également un week-end familial tous les ans, 3 jours en mai, le week-end de la Pentecôte, je crois, et qui nous permet de rassembler 150 personnes, dont 50 personnes atteintes de l'X fragile, pour 3 jours de discussion, d'échange, d'entraide, de joie aussi, puisque passer 3 jours avec des X fragiles, un nid d'X fragiles, c'est assez fabuleux. On a également un pique-nique régional le 3e week-end de septembre. Tous les délégués régionaux sur le territoire organisent le même jour un pique-nique en duplex live sur les réseaux sociaux sur toute la France. Donc ça, c'est exceptionnel. Voilà, on a des événements phares comme ça. On a une commission communication. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a lancé LinkedIn comme réseaux sociaux il y a quelques semaines, là, parce qu'on était très présent sur Instagram et Facebook, mais on veut être présent aussi auprès de LinkedIn pour toucher les professionnels. Oui, le corporate. Voilà, davantage. On a une commission également sensibilisation qu'on vient d'ouvrir parce qu'on s'apprête à faire du plaidoyer. On veut toucher les pouvoirs publics et on va être accompagné par un cabinet de conseil en affaires publiques pour essayer de toucher les institutionnels et les pouvoirs publics avec les problématiques de santé publique que représente l'X fragile. Puisque l'X fragile, c'est la déficience intellectuelle, mais c'est aussi la question de l'aidant. Et pas n'importe quel aidant, puisque l'X fragile, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais c'est une mutation dynamique, c'est-à-dire que les personnes les plus touchées, c'est bien entendu ceux qui sont en mutation complète, comme Michael, qui a une déficience intellectuelle, mais moi, qui suis en prémutation et qui, en étant en prémutation, ai transmis la maladie à mon fils. Avec la prémutation, les personnes prémutées ont eux-mêmes des difficultés, alors d'insuffisance ovarienne précoce à partir de 18 ans, ça peut être à partir de 18 ans jusqu'à 40 ans, mais également en vieillissant à partir de 55 ans, une maladie neurodégénérative qui est entre Alzheimer et Parkinson, qui s'appelle le FXTAS et qui touche entre 8 et 16% des femmes et entre 25 et 30% des hommes. Donc c'est des vraies problématiques de santé publique et on a besoin de toucher les pouvoirs publics pour leur parler de ça et pour essayer de faire évoluer les prises en charge et la considération dans la société. Donc commission événementielle, commission communication, commission sensibilisation. On a également une commission recherche avec un conseil scientifique très actif
qui nous accompagnent. Donc vendredi d'ailleurs on était à Paris pour les rencontrer. On a une vingtaine de scientifiques dans notre conseil scientifique. C'est le professeur Desportes, de chef de service à l'hôpital Femmes, Mères, Enfants, qui est président de notre conseil scientifique et qui a énormément développé l'équipe. Et j'en parle du conseil scientifique parce qu'on va lancer en 2025 une étude longitudinale observationnelle transdisciplinaire pour analyser l'impact du vieillissement sur les populations en mutation complète et en prémutation, puisque comme je disais en introduction, c'est une maladie qui est récente et du coup on a peu de recul sur les individus qui vieillissent et on a besoin de faire évoluer la littérature et les données scientifiques sur ça. Et puis on a une commission aussi territoriale, parce que, comme je le disais aussi, on a une vingtaine de bénévoles sur tout le territoire qui sont des délégués régionaux qui ont 2 rôles: déployer sur le territoire les outils qu'on construit au national pour toucher un maximum de personnes, mais également, et ça c'est très important, nous faire remonter les spécificités régionales de manière à ce que l'association nationale construise des outils qui conviennent à toutes les problématiques sur le territoire. Et notamment, vous aidez aussi sur les événements que vous portez. Exactement. Là, tu les as mentionnés, la course des héros, voilà, qui est plutôt un domaine local, en tout cas au niveau du Rhône. Nous, on le fait. Non, il y a 4 villes qui font la course des héros. Et depuis le Covid, il y a la course des héros connectée. Donc, en fait, avec la course des héros, on couvre tout le territoire. Super. Donc là, il y a Lyon et il y a aussi d'autres... Lyon, Bordeaux, je crois que c'est Nantes et Paris. Paris, d'accord. Nantes ou Rennes, je ne sais jamais, l'une des deux. En tout cas, on le suivra, ça c'est au mois de mai. Voilà, mai-juin. Mai-juin. Peux-tu nous partager un témoignage ou une histoire qui illustre bien l'impact positif de Fragile X France sur la vie d'une personne ou d'une famille touchée par le syndrome ? Alors, il y en a plein d'histoires. Alors, laquelle choisir tu me prends autre que celle de Mike, oui, bien sûr, voilà, un témoignage même récent que tu as pu avoir d'une famille qui t'a témoigné justement de l'impact positif de l'association et bien sur le quotidien de leur enfant ou même sur leur quotidien eux de famille, parce que c'est aussi important de penser aussi aux parents. Oui, alors j'ai une histoire qui me vient en tête, mais c'est une histoire émouvante. On a... une famille avec des grands-parents qui sont les parents d'une jeune fille atteinte d'X fragile en mutation complète. Et comme on ne connaissait pas l'X fragile à l'époque, quand elle est née, elle n'a pas été diagnostiquée. Donc elle a une déficience intellectuelle, mais comme chez les filles, parfois ça peut être fluctuant. Elle n'est pas diagnostiquée, elle a des enfants, elle a 3 enfants qui, du fait des difficultés de la maman, sont placés en famille d'accueil. Les grands-parents font des pieds et des mains pour pouvoir être impliqués auprès de leurs petits-enfants, même s'ils sont placés en famille d'accueil. Ils se battent. Grâce à l'association qui les soutient, ils arrivent à avoir quelques relations. Alors, ils habitent à l'autre bout de la France, donc ils doivent traverser. Ils se sont achetés un camping-car, ils traversent la France en camping-car pour aller voir une journée un enfant. Ils se sont battus pour pouvoir les voir ensemble parce qu'on les autorisait à les voir que un à un. Il y a 2 jumeaux et un jeune garçon qui sont tous les 3 X fragiles, les jeunes aussi. Donc, un combat. Et pourquoi je parle de cette histoire dans ce que permet l'association ? Parce que grâce au week-end familial, depuis maintenant 3 ans, ils viennent avec un de leurs enfants qui prennent dans le camping-car et ils passent 3 jours avec cet enfant. L'association est intervenue auprès des structures d'accueil pour expliquer l'importance de ça. Et donc ils viennent, donc on a connu le premier enfant il y a 3 ans, le deuxième, et là au week-end familial on va connaître le 3e enfant, et ils passent 3 jours de bonheur avec leur petit enfant, entourés de personnes qui ont l'X fragile, et pour eux c'est le bout du monde. Ils passent 3 jours avec la banane, l'enfant est très très content, et donc ça n'aurait pas été possible sans Fragile X France. Voilà, c'est juste une histoire, il y en a des milliers, mais celle-là, elle me touche tellement. C'est une très belle histoire, et l'association, quelque part, le rôle de ton association, c'est aussi de faire de la médiation entre les familles, les institutions, les pouvoirs publics. Exactement, parce qu'il faut connaître et il faut avoir les bons arguments pour convaincre.
Et parfois, les familles sont démunies parce qu'elles font elles-mêmes face à des difficultés très très fortes. Et quand on est confronté à des difficultés, on a tendance à être le nez dans le guidon. Et c'est très important d'avoir un tiers expert, puisqu'on est une association experte comme Fragilix France pour aider, accompagner ces familles dans ces difficultés. Je te sens ému justement sur ce témoignage. On va également reprendre un petit café. Je ne sais pas ce que tu en dis. Ça sera une bonne idée. On rappelle, on est, vous l'entendez autour de vous, on est au Padiz. Alors le Padiz, on va un petit peu, on va faire une petite interlude dessus sur le Padiz. C'est quand même un lieu qui est de prédilection aussi pour toi, pour Brendan, pour Mike, alors, sur le plateau de la Croix-Rousse, on le rappelle. C'est ça. Alors nous, on a vécu 4 ans avec Brendan en Irlande parce que Brendan est irlandais. Et quand on est rentré sur Lyon, avant que le Padiz existe, l'Irlande nous manquait férocement. Et dès que le Padiz s'est installé à la Croix-Rousse, on est des premiers clients du Padiz. Et c'est notre Irlande à nous. En fait, c'est l'Irlande en France, le Padiz. Et on est là régulièrement. On était là avec les enfants. On est là souvent. Et quand tu m'as dit on va faire une interview, en plus pour le tournoi de la Saint-Patrick, je me suis dit au Padiz. Au Padiz, bien sûr. En tout cas, c'est un lieu de prédilection pour toi et pour toute la petite famille. Au niveau de l'association, quels sont les besoins actuels en termes de soutien financier, de bénévolat, pour continuer à remplir ces missions justement de médiation pour les familles, pour les institutions, pour les pouvoirs publics et bien sûr pour les jeunes? Alors, on a plusieurs besoins. Alors, besoins financiers, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez participer à la course des héros, vous êtes les bienvenus pour nous soutenir pendant cet événement. Mais ce dont on a le plus besoin, je pense, aujourd'hui, c'est de faire passer. Moi, je crois beaucoup à la communication virale. Et c'est aussi pour ça que la BD est intéressante, parce que c'est un peu comme un passage de relais. Avec la BD, je te parle de l'X Fragile et toi, tu vas en parler à 3 personnes. Et tu vas demander à ces 3 personnes d'en parler à 3 personnes, qui vont en parler à 3 personnes, qui vont en parler à 3 personnes. Donc, je pense que là où on peut le plus nous aider, c'est de parler de l'X Fragile, de dire que ça existe et de mettre en lien avec Fragilix France, parce qu'aujourd'hui, on est une association nationale qui a 35 ans d'existence. On représente 12 000 personnes en mutation complète et 220 000 personnes au total. Et pour autant, on a 400 adhérents. Oui, adhérents c'est seulement. Peu par rapport aux chiffres que tu annonces. Voilà, donc je pense que faire connaître, faire passer, ça c'est ce que vous pouvez faire de plus pour nous aider. Et après, il y a un rêve qu'on a absolu, c'est d'avoir un parrain. On n'arrive pas à trouver un parrain. Une personnalité pourtant, du monde sportif ou culturel, peu importe. Oui, peu importe. Et même les deux. Ce qu'on se dit, exactement, et ce qu'on se dit, c'est que en fait, l'X Fragile, ça touche tout le monde. Et donc, il y a forcément des personnes qui sont de notoriété publique très connues et qui connaissent ou qui sont touchées eux-mêmes par l'X Fragile. Donc, je profite de l'antenne pour passer un message. Si vous avez la possibilité de nous mettre en relation avec une personne qui est connue, qui pourrait devenir le parrain ou la marraine de l'X Fragile pour nous faire connaître, c'est comme ça que beaucoup d'associations ont réussi. L'autisme, l'endométriose... le cancer du sein avec Angelina Jolie. Si vous avez la possibilité de nous mettre en relation avec une personne connue qui peut être le parrain et la marraine ou la marraine de l'X Fragile, n'hésitez pas. Ou même si vous êtes vous-même connu dans le milieu sportif ou culturel. Voilà, on sait que l'émission Drop Rugby est écoutée, va de plus en plus être écoutée puisque c'est une émission hebdomadaire. Par les personnes du monde sportif et principalement du rugby, mais pas que. Cet outil web radio va se développer sur le Rhône, sur le territoire national et même au-delà. Donc on a déjà eu de belles personnalités en ligne. Voilà, on les a eus en émission. Dernièrement aussi le Black, alors ils sont un peu plus loin, bien sûr. À Léon Bérard. Mais on a aussi d'autres personnalités du monde rugbystique et aussi culturel. Donc n'hésitez pas. Voilà, on fait passer le message de notre côté. Merci beaucoup. Alors, comment les personnes intéressées peuvent-elles, c'était la question aussi, vous rejoindre ou soutenir ton association, que ce soit en tant que membre, bénévole ou donateur? Comment ça s'organise tout ça? Il y a un contact à prendre sur le site ou on passe directement par toi? Alors c'est très simple, il suffit de regarder Fragilix France
donc dans Google ou alors on peut me contacter directement effectivement pour que je fasse le lien. Le plus simple, on a une collaboratrice qui est présente au 4-5e, donc qui assure une permanence de 9h à 17h tous les jours, sauf le vendredi. Donc il est toujours possible de la joindre au standard et ensuite on fera le nécessaire pour trouver des missions. On a plein de missions, comme je le disais tout à l'heure, des missions en communication, des missions en événementiel, des missions en sensibilisation. Donc on a plus que nécessaire pour occuper toutes les bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre. Eh bien, en termes de communication et d'événements, sache que nous, au COL, eh bien, on vous soutient. L'équipe de rugby à 5 a justement dédié l'association sur son maillot. Ça, c'est un super en première loge. Merci. Voilà. Et en tout cas, on soutiendra l'association toute la saison. Au moins pour cette saison, voire même encore plus loin, puisqu'on continuera à la soutenir dans toutes ses actions, à convier Mike au tournoi, au match et bien sûr au commentaires sportifs. Ouais. On va travailler tout ça. Donc dans les prochaines semaines, Mike sera aux commentaires avec nous. Il était tellement content que tu lui aies dit ça que hier, quand on est rentré du tournoi, il m'a dit « Maman, j'ai décroché le jackpot ». Le gros contrat en tant que commentaire sportif. Et bien, en tout cas, ça fait plaisir de l'accueillir dans cette équipe du Radio Call. Voilà, on sera aux commentaires de tournois. On va être présent sur des tournois de rugby à 5. Également sur des tournois plutôt de jeunes compétitions, de seniors et bien sûr de la mauvaise pente. Voilà. J'aurais juste une dernière petite histoire à raconter. Ça sera la conclusion, mais c'est super important. Michael va avoir 21 ans en juin. Donc, comme tu dis, c'est un jeune adulte. Il avait le titre d'adulte, mais il n'en avait pas les moyens en réalité dans la vie. Et en janvier 2024, Biscornu, qui est une entreprise adaptée de traiteurs qui s'appelle Biscornu parce que pour limiter les coûts de production, ils utilisent les légumes non calibrés dont la grande distribution ne veut pas. Ils font travailler des personnes en situation de handicap. Donc c'est le double clin d'œil du Biscornu. C'est une entreprise adaptée qui a été créée par le papa d'un enfant autiste en 2019 à Paris. Et ça a super bien marché à Paris. Et comme ça a très bien marché à Paris, ils se sont installés Biscornu Aura en janvier 2024 à Lyon. Et Michael a eu l'opportunité grâce à Alexis Xavier, qui est le DG, grâce à Dominique Moreau, qui est le chef Toque Blanche, qui est le lead de l'atelier de cuisine de cette aventure. Michael, et grâce à Mehdi, qui les accompagne aussi, Michael, avec 5 autres jeunes, a la chance de faire un stage chez Biscornu Aura depuis janvier. Et depuis qu'il fait ce stage, depuis qu'il se lève tous les matins, parce qu'il y a une équipe qui l'attend et qui attend de lui qu'il produise, il a véritablement 20 ans. C'est incroyable en tant que parent de réaliser ce qu'une place dans la société, un rôle dans la société peut faire à des individus. Donc c'est à peine croyable pour nous. On a vu en 15 jours Michael prendre la dimension de ses 20 ans. Et je voulais donner cette anecdote aussi parce que je pense que parfois on parle d'inclusion et ça devient un mot en fait galvanisé, l'inclusion. Mais en fait derrière ce mot il y a une réalité. Et la réalité, c'est de donner la possibilité à des gens de se réaliser, à des individus qui n'ont pas été gâtés parce qu'ils ont eu une différence qui les discrimine. Mais malgré ça, ils ont le droit, on est en France, hein, égalité, fraternité, liberté, donc ils ont le droit d'être comme nous, de vivre comme nous. Et ce droit, en fait, ils ne peuvent pas l'acquérir seuls, il faut qu'on leur donne leur chance. Mais quand on leur donne leur chance, ils se révèlent être exceptionnels. Donc c'est un petit appel que je fais aussi à tous ceux, donc déjà merci à Biscornu. Et puis c'est un petit appel que je fais à tous ceux qui auraient envie de se lancer dans cette aventure. Et pour les retours que j'ai de Dominique Moreau et de Mehdi,
Je peux vous dire que c'est un petit effort au début parce qu'il faut sortir des sentiers battus. Mais une fois que vous le faites, la reconnaissance et la bienveillance que vous rendent ces jeunes à qui on donne leur chance, ça vous emplit de joie et c'est un métier fabuleux. Ce sont des jeunes extraordinaires, comme je le dis aussi souvent. Tu as raison, c'est important de leur donner bien cette place qu'ils ont aussi dans la société, puisqu'ils ne sont pas à part de la société. Ils sont pleinement, à mon sens en tout cas, doivent être pleinement intégrés, inclus dans la société, et c'est très important. On l'a mentionné ensemble, on échange bien sûr sur les projets web radio, où pas mal de jeunes qui sont en situation de handicap viennent avec moi notamment sur différents événements, interviewer des artistes comme Trois Cafés Gourmands, Céphase, les All Blacks par exemple, voilà, des artistes des milieux culturels, des sportifs de haut niveau. Et en tout cas, c'est important de les inclure et de leur donner cette possibilité. Et comme tu l'as dit, tu as tout à fait raison, ils se révèlent et ce sont des personnes extraordinaires. Et croyez-moi, voilà, chers auditeurs, auditrices, croyez-moi, prenez-les dans votre entreprise, dans votre association, vous allez voir, ça va vous changer la vie. C'est sûr. Ça va leur changer la vie, ça va vous changer la vie. Aussi, ouais. Vraiment. C'est sûr. Merci en tout cas, Émilie. Avant de se quitter, on rappelle la bande dessinée, très importante. Pourquoi tu te moques? Voilà, grandir avec l'X Fragile. N'hésitez pas, vraiment, je vous le conseille, c'est une très belle bande dessinée. Vous pouvez l'acheter n'importe où, à la Fnac, dans les librairies, elle est accessible partout. D'accord, en ligne, directement en librairie, à la Fnac. Voilà, ça s'appelle donc Pourquoi tu te moques. Et donc ça a été réalisé donc par toi et par Corrigan en illustration. Très belle bande dessinée. Également les événements à venir, notamment avec la course des héros au mois de mai-juin. Et puis l'ensemble des événements que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook. Fragile X France. Voilà, page Facebook, le site internet, l'Instagram et bien sûr maintenant le LinkedIn. Exactement. Comme tu l'as évoqué. Un grand merci à toi, Émilie, pour cette conversation qui est inspirante et cette opportunité de partager ton histoire et celle de l'association Fragile X France, soutenue par la section de rugby à 5 du Col. Tes mots seront certainement d'une grande aide pour d'autres familles et je l'espère que cela pourra encourager de nouveaux donateurs et pourquoi pas de personnalités à se lancer dans cette aventure Fragile X France. Merci beaucoup Nicolas et merci beaucoup au Col.